à l'entrée. Deuxième chose, vous vous devez de nous payer les repas et les hébergements lorsqu'il y en a, lorsque vous êtes du PAP ou du PNF, et vous donnez votre versement à Madame Bénédicte de Bonneval qui est juste ici. Troisième information, quel est le programme en fait de l'après-midi? On a 2 conférences. À la fin de la conférence de Jacques et Bataille, à 17h30, vous n'aurez pas de pause, vous allez directement en atelier et on se retrouvera à 19h au bar pour l'apéritif provençal. On ira dîner et à 21h10 et quart, vraiment et quart, il faudrait qu'on ait démarré la conférence de la rencontre. Et je donne le micro à M. Patrick Chacun. Merci. Présenter Michel Verdaguet peut apparaître comme superflu, voire futile. Je vais donc être futile. Michel Verdaguet est professeur émérite à l'université. On ne vous entend pas assez, il faudrait parler plus fort vers le micro. Un travail de recherche considérable, je ne peux pas tout vous résumer. Il parle de dos. Je pense centré vers les propriétés électroniques des molécules, l'électronique moléculaire, le magnétisme moléculaire. Il est d'ailleurs co-auteur d'un livre qui s'intitule Les électrons dans les molécules. Mais je vous donne la traduction, le sous-titre parce que c'est un livre en anglais. Alors ne vous précipitez pas, il n'est pas en vente à la réception. Michel, d'autre part, c'est beaucoup consacré aux activités de l'université, en particulier au moment de l'année de la chimie, donc activités à destination du grand public, sans oublier le moyen public et le petit public. Et donc si un grand magnétisme émane de sa personne, vous allez pouvoir constater que c'est aussi un personnage haut en couleur. Grâce à sa conférence qui s'appelle Bleu, Blues, Chimie, Art et Société. Je lui laisse la parole. Merci Patrick. Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui, non? Abstention. Est-ce que vous m'entendez au fond? Bien. On va essayer quand même comme ça, et si ça ne marche pas, ben vous faites signe. Vous sifflez, vous applaudissez. Bien, d'abord, le titre, Patrick vient de le donner, merci de ta parfaite introduction. Je dois dire que cette conférence a été préparée avec la complicité de nombreuses personnes, en particulier Françoise Villain qui est là, Véronique Gadet qui est là également, Katia qui est dans la salle, et une aide considérable du personnel du lycée Jean Perrin à Marseille, qui ont contribué à apporter énormément de solutions, à la fois pour la conférence et pour les ateliers. Donc je les remercie, je le ferai à la fin. Voilà le plan que je vous propose. Introduction qui sera un peu longue. Pourquoi est-il impossible de parler du bleu? J'ai quelques raisons pour en parler cependant. Ensuite, nous verrons que le bleu n'est pas tout à fait une couleur comme les autres. Et enfin, on essaiera de voir quelques aspects du bleu dans différents contextes, la nature, la société, l'art. Je voudrais aussi remercier les gens qui ont inspiré ce travail. D'abord Michel Pastoureau, avec son livre sur le bleu. Ceux qui ne l'ont pas feuilleté encore pourront le faire pendant les ateliers. Une version de poche existe ici, et c'est des ouvrages remarquables. C'est un historien du Moyen-Âge qui balaye
le bleu, mais ensuite le noir, puis le vert, sous tous les aspects historiques. La deuxième série de documentation que j'ai utilisée, vous en verrez quelques extraits dans les diapositives, c'est également, oui, la remarquable série de séminaires et de conférences, de cours faits par Jacques Livage, que nous aurons la chance d'accueillir demain ou après-demain, sur la couleur. Il y a une source d'informations considérable et parfaitement documentée. Ensuite, les images de la collection des minéraux de Jussieu, j'en montrerai moins que j'aurais souhaité le faire. Et ça, c'est Jean-Claude Bouliard qui a bien voulu me prêter certains de ces documents. Et voilà quelques conférences. Les titres, là aussi, sont à votre disposition, notamment au cours des ateliers. Pastoureau, Ball, Genino, Kandinsky, Gage, Delamarre, Mollard-Desfours. Voilà. Et ce que je souhaite dire pour commencer, c'est que au-delà des émotions, des agitations, des enthousiasmes, des colères parfois d'un chimiste ordinaire par rapport à sa propre discipline ou par rapport à ce qu'il voit de l'art dans les musées, eh bien, je vous propose aujourd'hui quelques réflexions vagabondes sur la démarche du chimiste et de l'artiste, tous deux destructeurs et de liaisons chimiques pour l'un et créateurs de liaisons chimiques pour l'un, et puis de formes et d'émotions pour l'autre, deux manières de transformer et la matière et le monde. Il me semble que ce métier de chimiste ou d'artiste est parfaitement défini par Leonardo da Vinci lorsqu'il dit, en italien d'abord, puis j'ai traduit ça en français librement, quand la nature finit de produire ses propres espèces, l'homme, avec les choses naturelles et l'aide de cette nature, commence à créer une infinité d'espèces. J'ai eu l'impression, comme chimiste, de faire ça toute ma vie. J'ai travaillé avec la nature, pas contre elle, avec la nature, avec ce qu'elle nous livre, ce sont les éléments, et l'artiste fait pareil avec les éléments de la même nature. Et voilà quelques œuvres bien connues, évidemment, de Leonardo. Premier point, pourquoi est-il impossible de parler du bleu? Donc c'est kamikaze de s'y risquer. Le bleu est une couleur, et la conférence de ce matin nous a montré est-ce qu'une couleur existe vraiment? Et donc est-ce que le bleu existe? Ce bleu ne se montre jamais seul. Quand il se montre avec toutes les autres couleurs le plus souvent. Il se montre en compagnie. Il y a tant de bleus, il y a une infinité de bleus. Comment les dire tous? Et enfin, le bleu est-il bleu? Sommes-nous sûrs qu'une couleur existe? Bernard Valeur ce matin a largement commenté ce point et Goethe dit une couleur qui n'est pas vue n'existe pas. Essayez de rouler la nuit sur une route et vous dites que les phares en face n'existent pas lorsque vous fermez les yeux. C'est pas forcément la meilleure attitude, enfin en tout cas prudente. Il y a tant de bleus, impossible de tous les dire. Bon, voilà un nuancier que j'ai pris sur le web. Et puis, voici une série de mots qui évoquent le bleu. Voilà. Et évidemment, quand on prend le dictionnaire de Madame Mollet-Desfours sur le bleu, il y en a infiniment plus que cela. Ça veut dire que notre société est capable, alors que le grec, le latin, était pauvre en termes définissant le bleu, s'est enrichi de façon considérable, et donc il est difficile de d'envisager un détail de ces bleus-là. Dernière question, le bleu est-il bleu? Ici, c'est un œuf de merle que j'ai ramassé dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un jardin, et que j'ai posé sur un pamplemousse. Après l'avoir posé sur toute une série d'autres objets, et ça, c'est un exercice facile. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un exercice facile à faire. On prend un appareil photo, on prend des
des fonds différents, des fonds de livres différents. Et on voit que le bleu ici, le même objet, a des vies différentes et des perceptions différentes en fonction du fond sur lequel il est, s'il est en transmission ou en réflexion. Et donc on a eu les balles scientifiques ce matin pendant la conférence de Bernard Valeur. Est-ce que le bleu est bleu? Voilà, hier 16h et puis 19h, c'est le même endroit. L'un est vraiment bleu avec des reflets du soleil et là, mon appareil photo m'a joué des tours, c'était vraiment gris et il a rendu un bleu. Mais en fait, tout dans ce village de vacances est bleu quand même, donc y compris la mer lorsqu'elle est grise. Si on reprend les couleurs qu'a exposées Bernard Valeur ce matin, on retrouve les primaires, le jaune, et ici il oppose, c'est un site web sur Profil Couleur où il y a énormément d'animations possibles, en particulier pour travailler avec des élèves, notamment sur la synthèse additive. Et ici, il oppose les couleurs du scientifique et les couleurs de l'artiste. Je ne pense pas qu'il y a lieu de le faire, mais en tout cas, il est vrai que les primaires, on l'a vu ce matin, ne sont pas les mêmes en fonction des contextes, des matériaux que l'on a, etc. Et ici, on a donc des couleurs qui vont... Le bleu va s'opposer, se confronter et s'associer à la fois au jaune et au rouge dans un des contextes. Et il aura en face de lui l'orange, défini ce matin comme couleur complémentaire, et je vais y revenir assez souvent sur cet aspect-là. Vous avez vu que tout à l'heure, le bleu sur le fond orange rendait parfaitement, ou bien alors on peut avoir d'autres combinaisons. Ça, c'était pourquoi il est impossible de parler du bleu. Quelles sont les bonnes raisons que je peux vous fournir pour pouvoir parler du bleu encore quelques instants? D'abord, c'est une réponse esthétique. Et ce sont des œuvres de Miro que j'ai choisies. Ensuite, nous savons que le bleu n'existe pas, et je l'ai rencontré. Et troisièmement, vous avez rencontré le bleu dans la nature. Et enfin, la quatrième bonne raison, c'est que ce bleu a une histoire incroyable, et ce que je vais essayer de résumer ici. Donc là, il y a un triptyque à Soule de Miro qui est magnifique. Ce sont des œuvres extrêmement grandes, et on reconnaît là les taches de Miro sur fond bleu. La deuxième bonne raison, ce sont les vitraux qui sont assez peu connus, ceux-là, qui illuminent la chapelle royale de Senlis. C'est une chapelle royale qui jouxte la cathédrale et que a rénové et restauré George Sifra, le pianiste bien connu. Il y a une fondation qui s'occupe de... Et je vous recommande, si vous pouvez y aller, c'est très remarquable. La troisième, c'est celle-ci, c'est un tableau de l'époque surréaliste. C'est écrit en français dans l'œuvre originale. Ceci est la couleur de mes rêves, et il y a une tache bleue à la Miro. Et lorsque l'on prend le livre de Miro qui est là, on se rend compte, voilà, voilà le livre, il dessine une tache bleue, mais lorsque vous passez ça sous une lampe ultraviolette, eh bien, on y reviendra là aussi, tous les produits azurants qui traînent partout, c'est effrayant, tout fluoresce. Et on ne contrôle pas, et on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, ici, j'étais très étonné de voir cette réaction de la couverture de Miro à la lumière ultraviolette. La deuxième raison, qui justifie peut-être ma présence ici, c'est que j'ai rencontré le bleu à 2 reprises. Dans ma vie de chercheur, pendant 11 ans sur l'ephthalocyanine, et pendant, je n'ose pas compter, sur le bleu de Prusse. Et il m'arrive encore d'y travailler. Ce sont 2 grands pigments bleus, et pour l'un, c'est même un colorant. Voilà une phthalocyanine, c'est une molécule de phthalocyanine, c'est un métal central ou 2 hydrogènes, entouré de 4 noyaux pyrroliques.
Voilà, ici. Bon. Ça ne marche pas. Les noyaux pyrroliques sont ici, auxquels sont accolés des noyaux benzéniques. Est-ce que c'est un pigment ou est-ce que c'est un colorant? On va se livrer ici à la première expérience. On l'a fait cette expérience ou on ne la fait pas, mesdames? Sur la phthalocyanine? Non, on ne la fait pas. On ne la fait pas, voilà. En fait, c'est elle qui décide. Et... Mais on a la phthalocyanine. Ah, ça le... Pour insister, et j'ai déformé, j'ai adapté cette conférence au public qui est ici et qui nous écoute un peu partout en France, si j'ai bien compris, pour essayer de la rendre utile autant que possible dans le cadre des programmes tels que le ministère et l'inspection générale nous les offrent. En gros, c'est pour... J'ai essayé, ici et dans les ateliers, d'avoir un certain nombre d'expériences dans la mesure où, 1, l'expérience est source et critère de toute théorie. Si vous faites une expérience, vous accumulez une certaine connaissance, vous faites des mesures, des corrélations, et vous allez en introduisant des concepts, vers la théorie. De la théorie, vous extrayez connaissance et compréhension. Tiens. Non. Ici. Pardon. Vous extrayez connaissance et compréhension, voilà. Et vous allez vers des conjectures, des hypothèses, et pour confirmer l'exactitude dans une certaine limite de ces conjectures, de ces hypothèses, vous revenez à l'expérience qui va vous dire si vous aviez raison ou pas et s'il vaut mieux changer de modèle ou pas. Donc une phthalocyanine, c'est le pigment bleu 15 dans la numérotation des teinturiers, des gens de la couleur. On a évoqué le color index ce matin. Donc si vous mettez des hydrogènes là où il y a des airs, c'est insoluble dans à peu près tous les solvants. Lorsque vous mettez ici 4 sulfonates, la molécule devient chargée, et quand elle est chargée, elle est soluble dans l'eau qui permet la dissolution. Voici ici un film, on a adapté parce qu'on ne savait pas si on a un rétroprojecteur ou pas. Voilà donc un film qui a été tourné, c'est de l'eau dans lequel on met ici en haut quelques cristaux de phthalocyanine tétrasulfonée, voilà, et elle se dissout, voilà, et je suis sensible à l'esthétique de cette dissolution. Un atelier portera là-dessus, voilà, sur solvants et colorants. Je m'intéressais à l'époque aux phthalocyanines pour les transformer en des solides conducteurs. Et j'essayais d'aller au-delà de la phthalocyanine initiale, d'avoir un polymère, de façon à avoir une structure de bande. Eh bien, je m'étais trompé de sens, c'est souvent comme ça, dans l'histoire, on peut se tromper de sens, parce que le vrai résultat de phthalocyanine conductrice, eh bien, il était obtenu ici par Tobin Marks et ses collaborateurs aux États-Unis. On voit ici un empilement de phthalocyanine autour du métal central, ici c'est un nickel, et elle s'empile ici, au-delà il y a des sites benzéniques, et ici, de part et d'autre, il y a du triodure, et là c'est de la phthalocyanine de nickel triodure. Donc ici, quand elle est pure, c'est un isolant, voilà la structure, il y a un certain angle ici, ça c'est le métal, et la molécule est parfaitement plane, et c'est un isolant, pourquoi? Parce que la structure de bande de la molécule fait que la bande ici est pleine et celle-ci est vide, et il y a un grand gap entre les deux, il y a une grande différence d'énergie entre le haut de la bande occupée et le bas de la bande vacante, et donc c'est isolant. Si on oxyde ceci, et qu'est-ce qu'on fait? On crée des trous ici dans la phthalocyanine que j'ai représenté en coupe, et on les envoie sur le l'iodure, sur le triodure, et on a, à partir de là, une bande ici qui est partiellement occupée, et ça suffit pour rendre le composé conducteur. Donc on part du bleu et on arrive à la synthèse de matériaux. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée des trous. Je reviendrai sur cette notion de trou ultérieurement. Ma deuxième rencontre avec le bleu, c'est le bleu de Prusse. C'est un très beau solide tridimensionnel. C'est une structure cubique à face centrée. Rien de bien excitant à ceci. Mais ici, on a par exemple un ferrocyanure de fer 3. C'est ça le vrai
bleu de Prusse. Et entre les deux, il y a un cyanure. Et il se passe énormément de choses au niveau de ce pont cyanure. Si on comprend ce qui se passe, alors c'est de la chimie de coordination classique. On prend du fer 2, du cyanure, on obtient un hexacyanoferrate, et puis on se sert de cet hexacyanoferrate, on lui ajoute du fer 3, et on obtient le précipité de bleu de Prusse. On utilise des complexes comme ligand, où ce sont des briques, et on utilise une interaction toute simple, interaction acide-base de Lewis. Et peut-être que nous allons procéder ici à une expérience. Voilà. Un instant. Alors, on va voir si en atelier, on fera et le bleu de Prusse et le bleu de Turnbull, qui, lui non plus, n'existe pas, comme les bleus en général. Bon, voilà. Donc, on passe à l'expérience. Et ça, c'est une expérience que l'on peut caser. Il m'est arrivé longtemps d'encadrer des agrégatifs dans la préparation à l'agrégation. Il y a des expériences comme ça qu'on peut mettre dans différents endroits pour les montages d'agrégation. C'est très efficace. Voilà, allons-y. Et vous focalisez là. Voilà, ça c'est une expérience qu'on réalise très bien sur un rétroprojecteur. Nous n'en avons pas, parce que les lampes défaillent en bord de mer, et un peu ailleurs aussi. Et là, Françoise est en train de mettre d'un côté de l'hexacyanoferrate et de l'autre du fer 3. Elle va placer, ici on ne verra rien. Si Non. On peut zoomer davantage ou pas? Comme je ne suis pas au-dessus. On est d'accord. On peut avancer peut-être là. Non, c'est l'angle de la caméra. Bien, donc on va revenir, on met de l'eau entre les deux cristaux, il y a quelques cristaux de part et d'autre, on met de l'eau entre les deux, et la dissolution commence, et ensuite intervient notamment sur un rétroprojecteur un mouvement de convection qui amène les solutions, l'une de fer 3, l'autre d'hexacyanoferrate, l'une vers l'autre, et au milieu précipite le précipité de bleu de Prusse. Bon, on revient à l'ordinateur, s'il vous plaît. Voilà, là ou agite peut-être. Ah. C'est ici. Alors on voit ici le précipité vraiment très. Non. Voilà. Il ne faut pas éblouir la caméra. Bon, ici on voit qu'il y a un précipité, on ne voit pas qu'il est bleu, et on ne voit pas qu'il est aussi joli que ce qui est ici. On revient à l'ordinateur. Merci Françoise. L'ensemble de ces images sont retransmises à l'extérieur également. Ici, j'ai eu la chance ou la malchance, comme vous voulez, c'était du fer 2 et du ferricyanure, ce que l'on prend quand on veut faire du bleu de Turnbull, et vous savez qu'un transfert d'électrons extrêmement rapide intervient et on a du bleu de Prusse. Mais ici, une des particules est restée à la surface, le précipité a eu lieu à la surface, et ce que vous voyez ici, c'est l'ombre du précipité sur le fond de la boîte. Chaque fois qu'on fait cette expérience, chaque fois on a des résultats différents, et c'est magnifique pour des élèves curieux à définir. Lorsque maintenant on prend ce bleu de Prusse et qu'on le change, on fait de la chimie, on change ce qui est dans les hexacyanos, on les transforme en hexacyanométallates, on change aussi le fer 3 par d'autres éléments, et après 10 ans de travail, 3 thèses, stages postdoctoraux, on arrive à ce résultat. On a transformé le bleu de Prusse, qui est un grand pigment et un piètre aimant. Il a une température de Curie de 5,6 Kelvin. On le transforme en un aimant à la température ambiante. Je pense que sans cet article, je ne serais pas là. Voilà. Ensuite, on obtient comme ça un aimant de faible densité, transparent et bleu. Les aimants que vous avez dans les mains en général, les Nonime Ferbor et les autres, eh bien, ils ne sont ni transparents ni bleus. Et ils ont une forte densité, et on l'utilise en peinture. Ça, c'est
une gravure de Hokusai en 1836. La première fois que le Japon a importé du bleu de Prusse, il arrivait de Hollande, c'était en 1832. Et peu après, il a réalisé sa série de vues du mont Fuji, que l'on reconnaît là-bas au fond, voilà, ici, avec des pauvres pêcheurs qui n'en peuvent mais ici. C'est un tableau, l'un des tableaux les plus célèbres de Hokusai. Nous allons maintenant procéder à une autre application des bleus de Prusse, qui est les cyanotypes. Donc ici, nous avons, on va faire l'expérience, mais d'abord ici. On a ici un papier filtre imprégné de trisoxalato-ferrate. Ici, on a un transparent qui va être placé sur ce papier photographique. On va éclairer, et ça a déjà été fait par Françoise, et ensuite on va développer. Et ici, c'est Pierre et Marie Curie qui sortent ici du bain, transformés en cyanotypes. C'était le jour de leur mariage. Voilà, c'est une photo officielle. Donc Pierre et Marie Curie, le jour de leur mariage. On peut procéder? Voilà, alors on va là-bas maintenant. Et ça, c'est la source, évidemment, avec des élèves, de toute une série de travaux pratiques possibles. On prend une image. Ici, on a... Alors, on va essayer de révéler l'image. Voilà, c'est là. Un instant. Vous pouvez focaliser là-bas au bout, là, voilà. Voilà. Vous voyez? Tourne-la vers la caméra, ici. Ils ont pris un bain. On devine qu'il y a une image. Ça peut être extrêmement bien résolu, ça dépend de la façon dont tu as préparé le papier. Là, il est bien. Voilà, là il est bien, là il est très très bien. Bon, voilà. L'image n'est pas très bonne. Après, c'est des bains Voilà. de page, hein. Et ensuite on lave de façon à avoir une image fixée, correcte, et que l'on peut distribuer, le cas échéant, pour les fêtes de la science, c'est aussi une excellente façon de faire. Il y a d'autres variantes quand on a un rétroprojecteur. On revient à l'ordinateur. Ça a bavé un peu. Voilà. Et le bleu de Prusse est capable ici, c'est pas le bon vent, d'insérer dans ces sites tétraédriques de l'ion césium. Et comme de temps en temps, ponctuellement, localement, on a des excès d'ion césium, notamment en 137. Ça s'est produit à Tchernobyl, ça s'est produit à Fukushima. Et donc, on peut avoir ce médicament de façon à concentrer dans le bleu de Prusse le césium 137 et l'éliminer par des moyens que vous imaginez. Ça a beaucoup servi pour les vaches à Tchernobyl. Et en ce moment, on en a répandu aussi sur quelques sols à Fukushima. Êtes-vous préparé, dit la publicité de cette petite entreprise allemande? On peut répondre oui, on peut répondre non. Donc, le bleu n'existe pas, mais vous l'avez rencontré. Ciel, mer et eau, roches, fleurs, animaux. Donc là, on pourrait y passer. Quand chaque fois j'ai essayé de donner une interprétation scientifique, le ciel est bleu, c'est la diffusion Rayleigh, et c'est en 1 sur lambda 4, c'est pour ça que le ciel est bleu. Il y a la mer, il y a ici un lac, et ceci, c'est un mécanisme complètement différent. Il se trouve que l'eau a des vibrations telles que c'est dans l'infrarouge, et il y a une queue, une toute petite queue ici dans le visible, et ça suffit, cette queue dans le visible, d'absorption dans le visible, suffit pour donner la couleur bleue de l'eau. Lorsque cette eau est concentrée sous forme de glace, qu'elle sort d'un glacier ici en Patagonie, eh bien on voit très bien que la glace ici est bleue par ce type de mécanisme. L'eau est grise comme elle l'était hier ici. Les roches, les fleurs, les animaux. Voilà un minerai ou un cristal d'azurite de la collection de minéraux de Paris 6, de Jussieu, qui arrive de la Sorbonne, qui est entretenu régulièrement par Jean-Claude Bouliard. Et c'est simplement un acétate. Si vous allez à Albi, la voûte de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi est faite en azurite. Ça tient aux propriétés de l'ion cuivre. Voilà les orbitales
la structure électronique du cuivre métallique, donc des 10 4s1, on enlève 2 électrons et on obtient le cuivre 2. En tout cas, on va avoir ici des transitions entre les orbitales d, entre celle-ci et là, lorsque on aura levé la dégénérescence, comme c'est indiqué ici, avec une approche simplement champ cristallin. Pour les orbitales moléculaires, il y a donc une conférence et des ateliers demain sur ce point vraiment. Et ici, on a donc un ensemble d'ions de transition, depuis le zinc qui est incolore, parce qu'il est les 5 orbitales d sont remplies de 8 électrons, le cuivre qui est bleu, et c'est beaucoup plus complexe puisque le cuivre, puisqu'il est D9, a un effet Jahn-Teller, on en discutera dans les ateliers, et tous les autres. Le nickel a un spectre électronique beaucoup plus complexe, que l'on pourra aussi étudier tout à l'heure, etc. Le manganèse est intéressant dans la mesure où... où est-ce qu'on en est là? Ici, très bien. Là, il faut éclairer. Je ne pense pas, c'est clair. Là-bas, voilà. Voilà, alors ça, c'est pas grand-chose, mais c'est une série, ce que j'avais en tube à essai, c'est ici en flacon, et c'est toujours, en tout cas dans les classes d'élèves, impressionnant de voir les teintes agréables à regarder, et toutes différentes des ions de transition divalents de la première période des métaux de transition de la classification périodique. On revient à l'ordinateur. Merci. La lazurite, j'ai choisi cet exemple parce que c'est l'un des composés qui compose le minerai lapis-lazuli, dont on parlera tout à l'heure. C'est un minéral, ici magnifique, et la couleur vient de transfert de charge au sein de l'ion S3-, et c'est sûrement une des molécules qui sera placée prochainement sur le site Orbimol que nos collègues vont utiliser demain. Le saphir bleu, c'est un minerai, et ici, c'est un transfert de charge de fer 2 à titane 4 dans le domaine du rouge, et on a donc ici du bleu. Alors on pourrait multiplier les exemples. À contre-cœur, j'ai enlevé beaucoup de photos. Les fleurs, j'ai enlevé aussi beaucoup de photos. Ça, c'est un poète qui parle de la fleur azul, bleue. En tout cas, là, on a des mécanismes différents. On a des molécules organiques. Et ces molécules organiques vont absorber dans le rouge et apparaître. Et donc, la fleur va apparaître bleue. Et donc, avec 2 niveaux, ici, on va faire beaucoup de choses, comme on l'a fait déjà ce matin. Avec l'éthène, on aura un système pi. Pi ici, liant, et pi anti-liant là-haut. Et l'écart est très important, et ce sera dans l'UV, on ne verra rien. En tout cas, ce sera transparent. Par contre, si on multiplie les doubles liaisons conjuguées, et c'est ce que j'ai fait ici, jusqu'à l'infini, eh bien, on a ici des niveaux qui divergent ici, enfin, qui vont ici vers la structure de bande. Ça, c'est le niveau le plus liant de la structure de bande. Ça, c'est le niveau le plus anti-liant. Mais ce qui nous intéresse pour la couleur ici, c'est que ce niveau-là, qui va accueillir l'électron excité à partir du niveau qui est là, eh bien, a une énergie de plus en plus petite, ce qui va permettre effectivement d'absorber dans le rouge et donner du bleu. Alors ça, si vous promenez un jour au Népal, vous pouvez avoir ce type de fleurs. Mais le bleu, dans la nature, a toujours à se confronter à ces 2 autres comparses. Le rouge ici, avec les coquelicots, c'est du lin. Et au jaune, ici, ce sont des iris et des ajoncs dans les Pyrénées. Le bleu dans la nature, les animaux, celle-ci, c'est un peu étonnant, c'est une grenouille de 3 grammes, qui est localisée ici en Amérique du Sud. Et puis ça, c'est quelque chose qui est plus fréquent. Enfin, ça dépend sur quelle table, évidemment. Mais vous voyez que là aussi, avant cuisson, c'est bleu, mais après cuisson, ça devient rouge et le bleu a perdu. On en vient à l'incroyable histoire du bleu. Parce que le bleu n'est pas une couleur tout à fait comme les autres. D'abord parce que le bleu n'existe pas. Hommes des cavernes, nous n'aurions pas connu le bleu, sauf le bleu du ciel et le bleu des lacs environnants. À Lascaux, il n'y a pas de bleu. À la Grotte Chauvet non plus. Et ici, M. Klein
à une terre qui est complètement bleue. On me montre ici que là ici vous verrez pendant les ateliers toute une série de pierres bleues que l'on a d'origine naturelle. Le bleu à l'époque des Romains était la couleur des guerriers barbares quand ils se battaient en Gaule et au-delà, qui était de la guède dont on a aussi parlé ce matin. La couleur impériale, elle, était rouge. Et c'était la couleur officielle que personne ne devait porter, à part l'empereur. Et puis aujourd'hui en France, la règle, voilà un enfant à la fois esthétiquement et politiquement correct. Il est blond, il a les yeux bleus, il a une jaquette bleue, voilà. Alors ça, c'est tiré de Jacques Livage, et ça, c'est Sacha, une collection privée de ma confection. Donc, le bleu est devenu, et c'est ça le point important de la conférence, me semble-t-il, est devenu la couleur préférée en Occident, plus de 50%. Si par exemple nous avions le temps, on ferait un sondage. Quelle est votre couleur préférée? Eh bien, à peu de choses près, on peut se tromper, mais on peut toujours se tromper. Mais la réponse serait, à plus de 50%, le bleu est la couleur. Qui n'a pas de bleu aujourd'hui sur soi? Par exemple, voilà. Bien. Et donc, le vert loin derrière et le rouge encore plus. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un miracle? Est-ce qu'il s'agit d'un miracle? Eh bien, la réponse, c'est peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, alors ici, je devais vous lire, évidemment c'est l'ouvrage qui me manque, je devais vous lire un passage de Jésus chez le teinturier, dans un ouvrage assez ancien de Michel Pastoureau, paru au Léopard d'or. C'est une étude des textes qui ne sont pas des textes officiels de l'Église au Moyen-Âge et qui racontent l'enfance de Jésus. Et il apparaît que, d'après les textes en question que rapporte Michel Pastoureau de façon documentée, que ce Jésus-là crée quand même beaucoup de problèmes à son papa et à sa maman, et que c'était un garnement, et qui, d'après toujours les textes, n'arrivait pas à trouver son point d'entrée dans l'existence, et un jour, il est entré soit parce qu'on l'avait mis là, parce qu'il ne pouvait pas être charpentier avec son père, soit parce qu'il était entré par effraction, il est entré chez le teinturier, et le teinturier a dit, voilà, cette étoffe, il faut la teindre en jaune, en bleu, etc. Et ce qu'a fait Jésus, disent les textes, c'est qu'il a jeté tous les vêtements dans la même cuve. Et pour les besoins de ma cause, c'était une cuve de bleu. Mais ceux qui ont lu ces textes, savent qu'il y a aussi du jaune, du rouge, etc. Alors, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est ceci. On va prendre un bain unique qui est constitué d'un mélange de rouge, de bleu et de jaune, et on va essayer de procéder au miracle. Ce sera fait aussi en atelier. Voilà. On le fait là. Et pas d'eau chaude. les miracles ont été faits avant. Là, on peut les voir. Là. Donc voilà le bain. Le bain des 3 couleurs. Oui, c'est un bain noir. C'est un bain violet qui est assez concentré parce qu'on n'a pas mis beaucoup de tissu dedans. Et on a sorti... est-ce qu'on peut essayer de rapprocher ça de la caméra, là? Oui. Voilà. Ici, on a 4 échantillons. Un échantillon multifibre. Voilà. Et puis... non, moins. Voilà. On a trempé ça dans la même solution, et dans l'eau bouillante, et on les a tirés les uns après les autres. Et ça ne relève pas du miracle, mais désormais de ce qui est venu la science des teinturiers. Parce qu'on a adapté ici, c'est une fibre multifibre
qui montrent que, de façon sélective, par exemple ici, c'est du coton qui fixe le bleu, à côté, c'est un autre tissu qui fixe le rouge, le jaune, c'est de l'acétate, et on a désormais les moyens de faire ce qu'a fait Jésus, parce que, en fait, lorsqu'on lui a tapé sur les doigts d'abord, il a dit « Attendez, je vous tire d'affaire », et il a tiré de la cuve les vêtements les uns après les autres, quelle couleur, et il a tiré le teinturier d'embarras. Et c'est ce que racontent ces textes donc non officiels autour de l'Église au Moyen-Âge. Et voilà donc ce que vend la société de Dyers and Colorists de Grande-Bretagne, ceux qui font le Color Index dont on a parlé ce matin, et ça c'est un de nos échantillons fait avant la conférence. Il y aura un atelier sur ce point tout à l'heure. Et en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a vu beaucoup de molécules organiques ce matin, et peut-être que Xavier Bataille nous en montrera quelques-unes tout à l'heure. En gros, on a un type de teinture, on a un type de fibre. Ici, on avait trois couleurs, trois types de colorants, de teinture, et on adapte la classe de teinture au type de fibre. Le jeu scientifique pour les teinturiers étant de multiplier les couleurs pour toutes les espèces, pour tous les types de fruits. Et c'est une belle leçon de l'art à la science et pour le chimiste de chimie supramoléculaire. Ce sont des interactions faibles, Van der Waals, hydrogène, parfois ionique, qui vont intervenir, et c'est une très très belle leçon de chimie moléculaire. Cette couleur préférée varie avec les cultures. En Occident, on l'a vu tout à l'heure. Au Japon, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de bleu. En Chine, c'est jaune. L'islam, c'est vert. Et vous reconnaissez derrière les connotations religieuses, évidemment, pour l'islam. Au Japon, j'ai montré ce tableau à un Japonais qui m'a dit non, Michel, c'est noir, violet et rouge désormais, c'est pas l'ordre que tu donnes. Ça veut dire que les choses varient au cours du temps. Et je suis persuadé que le bleu rentrera au Japon, comme dans bien d'autres civilisations occidentales, dans les couleurs préférées rapidement. En témoigne la publicité qui est faite et les visites dans les magasins. Et ça varie avec le temps, voilà. Et c'est ça, l'Occident passe du rouge au bleu, et je vais essayer d'en donner quelques preuves. D'abord, comment le bleu a été-il perçu dans les âges? Ça a été abordé ce matin. En gros, le bleu disparaît pendant très longtemps. On prend une civilisation donnée, on rapporte le blanc, le noir, la lumière et l'obscurité. Après, c'est le rouge, le vert, le jaune, et puis le bleu en dernier ressort. Et là, il y a des anthropologues qui travaillent sur ce sujet, notamment en Australie. Là, on peut ensuite passer au système de classification des couleurs. J'insiste pas parce que ça a été fait ce matin. Et puis, il faut bien, quand on a besoin de bleu, que le matériau existe. Et c'est là que le chimiste peut intervenir. Ça, c'est les pigments naturels. En Égypte, la Bible pratiquement ne parle que du saphir, qui est du corindon et des impuretés. Les colorants naturels, il y a dans très nombreux endroits l'indigo ou la guède pour la teinture. Voilà, par exemple, ici, c'est le seul que je vais commenter, c'est le bleu égyptien qui est un silicate. En fait, tous les autres sont des silicates de cuivre. Chaque fois, c'est le cuivre qui est en cause ici. Et le lapis lazuli, on a vu que c'était le trisulfure. Le bleu maya, j'y reviendrai dans un instant. Et voilà la structure du lapis lazuli. C'est un anion radical trisulfure qui est inséré dans une sodalite qui est un aluminosilicate. Le bleu égyptien, voilà quelques images tirées des conférences de Jacques Livage. Bleu signifiait ici le souffle de Dieu. Ensuite, les matériaux qu'on prépare, il y a les pigments artificiels, le bleu égyptien, le vert de cobalt, dès l'Égypte, puis le smalt, qui était à la fois en Égypte et en Europe, et puis ensuite les autres lieux, il y a le bleu maya, le bleu âne, on vient d'en parler. Et le bleu maya a cette particularité intéressante que c'est une structure hybride, et puis au cours des siècles, d'autres pigments artificiels arrivent, le bleu de Prusse, par hasard, le bleu ténard et le bleu guinéen sur commande et sur concours, la phthalocyanine par hasard dans une firme anglaise. Les colorants artificiels, à la fin du 19e, ça a été encore évoqué, Bayer, il y a un B de trop,
va tuer la culture de l'indigo. Les phthalocyanines, c'est vraiment tout à fait nouveau et c'est une molécule remarquable. Et puis, il y a des milliers de molécules organiques pour la teinture. Alors, je parle que du bleu guillemet. C'est donc du lapis lazuli industriel, chimique, artificiel, synthétique. Et le coup de génie de Jean-Baptiste Guimet, qui était un ingénieur polytechnicien, c'est d'avoir non seulement retrouvé à l'aide des travaux antérieurs la façon de faire ce bleu, ce lapis lazuli, mais c'est ici qu'arrive le génie pour azurage du linge. Le jaune et le bleu, ça donne du blanc, nous a-t-on dit ce matin. En gros, ma grand-mère et ma mère mettaient des boules bleues dans leur lessive. Alors désormais, il n'y a plus de boules bleues, mais ça faisait tout en un. Et prenez... et puis c'est le plus blanc que blanc, donc il y a des agents azurants, et puis il y a des agents fluorescents. Et on aura dans les ateliers l'occasion de regarder. Donc le coup de génie, c'est de convaincre des millions de ménagères, il n'y avait pas de ménagers, à utiliser du bleu. C'est ça le coup de génie. Il y avait le génie chimiste. Ensuite, les colorants naturels. L'indigo, la guède, c'est des plantes différentes, mais c'est le même principe colorant. Et puis, si on prend le murex pourpre, c'est pareil. C'est la même chose. Et ce murex, il existe dans bien des côtes dans le monde. Il y a une collection d'escargots murex comme ceci, un peu partout. Et en fait, si on regarde de près les structures chimiques, ça c'est l'indigo, qu'on peut substituer dans des tas de positions ici. Lorsqu'on le substitue par le brome en 6 et 6', eh bien on a le pourpre de Tyr. Mais ces escargots produisent toute une série d'isomères. L'indigo, le dibromoindique qui est bleu, et le dibromoindique, mais bien d'autres encore. Et ce n'est pas simple, lorsqu'on est teinturier, de teindre en bleu et de teindre en pourpre. Vous savez que l'indigo est un colorant de cuve, et donc ça, il est, en particulier à l'état, il est complètement insoluble, notamment avec des ions hydrogènes qui viennent par là. Il y a un excellent article de Jean-Pierre Jolivet dans le bulletin de l'Union des physiciens, il y a quelques années. On le traite par oxydoréduction, et on obtient une forme réduite, qui est incolore, et qui, elle, lorsqu'elle sera en milieu basique, va perdre ses hydrogènes et va devenir soluble, va imprégner le tissu, et ça veut dire un très bon colorant de cuve. L'indigo, on pourrait en parler des heures, et je ne le ferai pas, mais au Moyen-Âge, il y avait le haut bleu et le bas bleu, en fonction de la façon dont on opérait, il y avait du bon indigo, ou du bon pastel, et du mauvais pastel, donc c'est les pauvres et les riches. Et puis il y avait le bleu contre le bleu. Il y avait une guerre entre la guède, le pastel, et l'indigo. Et puis, ça, sans les propriétaires qui ne tenaient pas compte d'un certain nombre de choses, notamment du problème du potassium, parce que cette plante a besoin de beaucoup de potassium, il n'y avait pas d'engrais à l'époque, eh bien, on ruinait les terres et il fallait en changer. Et lorsqu'on n'avait pas accumulé du capital, ce que les gens n'étaient pas forcément habitués à faire, eh bien, il fallait changer de terre, et c'était souvent la ruine. Mais la ruine a été provoquée par à la fois l'indigo des Indes lorsqu'on était en guerre contre les Anglais, ou qu'on n'était pas en guerre avec les Anglais, que l'indigo d'Inde arrivait facilement, ou bien, surtout après, par l'indigo industriel. Et ça, c'est un vitrail du XVIe siècle sur la teinture de l'indigo. Un retour rapide sur le bleu maya. Vous voyez qu'il y a de l'indigo ici, qui est inséré au milieu d'un cristal, dont on a maintenant résolu la structure très bien. Et dans deux cas extrêmement importants. D'une part, dans la religion juive, il y a des tissus de culte qui étaient teints à l'indigo de certains murex. Et c'était ça précisé dans les textes religieux. Et un jour, ça a disparu. Et ça a été un grave problème religieux. Vous avez une conférence magnifique de Roald Hoffmann qui s'appelle Indigo, que je vous conseille d'aller chercher sur le web. J'ai des références si vous le voulez. Et vous tapez Indigo Roald Hoffmann et vous tombez dessus. Il y a 1 heure de conférence. C'est superbe. Et il raconte l'histoire de l'indigo en relation avec ce problème-là. Le bleu maya, c'est pareil. C'était des cérémonies religieuses
on tuait des jeunes filles pour satisfaire les dieux quand ça pleuvait pas assez, et certains environnements de temples sont pleins à la fois d'ossements et de bleu maya. Donc l'indigo a une réputation extraordinaire. Oui, 5 minutes. Bon, on va arrêter là. Changement du rouge au bleu. L'art byzantin, le ciel est plutôt doré. On commence à avoir une robe noire ou bleue pour la Vierge. Et puis arrive Sugère, à Saint-Denis. La lumière devient le ciel, le bleu est Dieu. Et on fait rentrer la lumière dans les églises. Et c'est une bataille. Parce que certains sont opposés, parce que ça peut être très factice la couleur. Et vous avez de magnifiques vitraux qui ont longtemps été rénovés à la cathédrale de Saint-Denis. Et puis ce bleu s'est exporté à Chartres, puis au Mans, puis dans d'autres cathédrales. Et parmi les catholiques, il y a vraiment des conflits intellectuels entre chromophiles et chromophobes. Le plus joli, le plus magnifique des bleus cobalt, parce que c'est du cobalt tétraédrique qui est dans ces vitraux, c'est Notre-Dame de la Belle Verrière à Chartres, où le verre a été fait avec du sodium, donc il était moins perméable que les autres à la substitution par les acides les plus acides que lorsque le verre était préparé avec du potassium, avec des cendres, par exemple, de plantes. Et donc il a gardé, avec des petites bulles qui diffusent très bien la lumière, cette magnifique couleur bleue. Je suis toujours ému par cette représentation. C'est le diptyque de Wilton, 14e siècle. Ici, et c'est souvent au Moyen-Âge, on parlait de la façon de percevoir les couleurs, chaudes ou froides. Ici, clairement, le bleu n'apparaît pas comme froid par rapport en tout cas à mes yeux, par rapport au jaune, qui est effectivement plus relevé. Mais voilà, ça dépend. Et puis, dans les temps modernes, eh bien, il y a des auteurs qui considèrent encore que le bleu est une couleur chaude, et on en a extrait un livre, un film, excusez-moi, qui a la Palme d'Or au Festival de Cannes l'an dernier, La vie d'Adèle. Donc vous voyez que la façon dont on ressent le bleu n'est pas aussi simple que ce que disait Goethe quand il mettait le bleu d'un côté et le jaune de l'autre. En tout cas, le changement intervient par la Vierge, le roi suit, les nobles suivent. Saint-Louis, par exemple, se pare de bleu, et le jaune et le bleu, les couleurs complémentaires, constituent à partir de là le symbole du roi. C'est de M. de Corchemont, et ce qui est vrai pour la Vierge devient... Et puis, si j'ai vraiment 5 minutes, je vais aller à la conclusion. Ah, mais ces dames disent il faut qu'on fasse des expériences. Alors, on va faire des expériences. C'est vraiment 5 minutes, Patrick ? 2 minutes. Donc, en gros... Commencez en retard. On a commencé en retard. En gros, il y a des questions. Donc, on va jouer le jeu, et on va aller à la conclusion. Ici, peut-être, pour illustrer l'idée qu'un bleu peut en cacher un autre, ça c'est la cathédrale de Senlis. C'est une étude de Paulette Hugon. Au départ, il y avait de lapis-lazuli. Ensuite, il y a une couche organique qui est de la production. Ensuite, il y a une autre couche de lapis-lazuli. L'église est encore riche. Et puis ensuite, il y a une autre couche de production beaucoup plus importante. Et ensuite, lorsqu'on refait, on met de l'azurite qui coûtait beaucoup moins cher. Donc, on peut reconstituer ici, à partir des études de ce type, l'histoire des monuments. Donc, je passe sur le questionnaire de Kandinsky, forme et couleur. Un jour, Kandinsky a posé à ses étudiants au Bauhaus, à Dessau, voilà. Est-ce qu'on peut associer une couleur à une forme? On pourra faire ça dans les ateliers. Ce questionnaire est toujours en ligne sur le MoMA. L'adresse est ici. Il y avait une réponse de Kandinsky. Et puis, il est clair que quand on regarde les tableaux de Kandinsky, eh ben, il ne tient pas du tout compte de sa façon de voir les choses
intellectuellement. Ensuite, le bleu et le jaune. Il a quand même une théorie intéressante du bleu et du jaune. Le jaune est une couleur qui s'éloigne, je ne mets pas en route. Le jaune est une couleur qui se rapproche, excusez-moi, et le bleu est une couleur qui s'éloigne. Et ça, notre vie de tous les jours est déterminée par cette conception des choses. Je peux en donner des exemples. Je passe sur le bleu. Peut-être ici, les bleus des peintres, le bleu vermeil. Est-ce qu'il y a un bleu vermeil? La réponse est non. Il utilisait toutes les couleurs, comme bien d'autres peintres. Par contre, sa touche était différente. Et c'est cela dont parlait Philippe Walter demain. Voilà, donc on en arrive à la conclusion. Donc voilà, contraste bleu-jaune, je joue un grand rôle, bleu, étoile jaune. Vous avez reconnu le logo de Carrie Lerouet, vacanciel, bleu, le fond, orange. Ce qu'on veut faire ressortir, c'est de la publicité. Il y a des livres qui vont parler couleurs, c'est pareil, bleu et orange. C'est aussi de la publicité. Le bleu, c'est une couleur qui calme, c'est la couleur de la paix, donc du consensus, enfin presque en ce moment. Le bleu, ça calme. Ça, c'est, vous reconnaissez le lieu. Ça, c'est avant. Le bleu est rassurant. Avant, après une explosion H2 plus 1,5 de O2 dans l'H2O. Voilà, c'est Fukushima. Mais c'était bleu. Donc tranquille. La chimie, c'est bleu. Ça, c'est une publicité de BASF, The Chemical Company, dans la recherche. La chimie, c'est rassurant. Le bleu est une couleur qui ne fait pas de vagues. Ça, c'est une expression de Michel Pastoureau. Voilà, ces deux personnages n'ont pas toujours dit exactement la vérité. Pas de vague. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Et un bleu peut en cacher une autre. Parce qu'une vague bleue peut en amener une autre. Vous avez deviné le bleu marine. Et puis, il y a ce bleu de Klein, qui est un manifeste pour la paix. Ça s'appelle Hiroshima. Ces silhouettes-là sont extraordinaires. Combien de fois, au moment de mettre du bleu, j'ai constaté que j'en manquais, j'ai mis du rouge. Si vous êtes fatigué de bleu, on met du rouge. Voilà. On met du rouge. Et je recommence pour une autre conférence, peut-être une autre conférence. Par contre, on va aussi passer à la lumière, et c'est là les expériences que vont réaliser Françoise et Véronique. On va éteindre la lumière. On va éteindre la lumière. On peut éteindre la lumière? Ah bah il y a ça d'abord. Alors ça, c'est une expérience qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Par contre, celle qu'est en train de réaliser Véronique est beaucoup plus simple à faire. Vous allez dans un magasin de randonneurs âgés. J'ai pas le droit de faire de la publicité. Vous pliez. Voilà. Et si vous avez du diphénylantracène, eh bien ça réagit dans le bleu, ça donne une lumière bleue, mais on a tous les autres. Et en atelier, on pourra faire toutes les autres couleurs, mais ici c'est le bleu, donc on est obligé par le bleu. Alors ceci, c'est fabriqué à Aix-en-Provence par la Cialum Technology. C'est la seule entreprise qui fournit des bâtons lumineux comme ça, qui est reconnue par l'OTAN et qui a tous les honneurs du ministère de la Défense en France. Parce qu'on peut faire des tas de choses. Et on va finir par ça. Alors ici, on a mis tout ce qu'il fallait, du luminol, de l'eau oxygénée, et puis du sulfate de cuivre qui va accélérer la réaction. En gros, le temps de demi-vie, là, c'est 9 secondes, 10 secondes, parce qu'on a mis du catalyseur efficace, on a optimisé le pH aussi. Voilà. Et si on mettait du catalyseur ici, on fera ça tout à l'heure en atelier, eh bien, on pourrait repartir plus vigoureusement. Et voilà. Merci de votre attention. On peut revenir ici ?
Merci de votre attention en bleu et en rose. Merci à la SCF, à Florence Bouch et aux organisateurs des GIREC, à Nathalie Blanc et Geneviève Kabikave pour leur aide matérielle. Et puis, ça, c'est peut-être ma conclusion. Dans la vie, il n'y a rien à craindre. Tout est à comprendre et c'est Marie Curie qui l'a dit. Merci. Comme on sait bien, en tout cas, encore merci, hein, c'était très beau. On peut laisser ça là. Xavier, on peut laisser ça là. Hein?